Personnellement, la maternité m'a fait basculer dans le grand bain de l'entrepreneuriat. Je suis passée de CDI dans de grandes agences de communication à créatrice de ma propre entreprise porteuse de sens. Et peut-être que comme je l'ai fait, vous souhaitez vous aussi changer de voie professionnelle. C'est pour cette raison que je suis ravie de vous présenter Chance, qui sponsorise le podcast ce mois-ci. Chance, c'est un parcours de coaching 100% digital en 3 mois pour choisir la voie professionnelle qui vous ressemble. Vous alternez entre des modules d'auto-coaching et des sessions de vidéo-coaching avec un coach professionnel certifié, choisi sur mesure, rien que pour vous. L'énorme avantage est que la plateforme s'attache à respecter votre équilibre vie pro-vie perso en s'adaptant à votre rythme et en vous aidant à faire les meilleurs choix selon vos compétences. Que vous soyez diplômé ou non, dans des postes à responsabilité ou non, Chance s'adresse à tout le monde et est 100% finançable avec votre compte personnel de formation, le CPF. Plus d'excuses, toutes les conditions sont réunies pour passer à l'action. Rendez-vous dès maintenant sur le site chance.co pour faire le point avec un conseiller sur votre situation et avoir enfin une vie pro plus alignée avec vos aspirations profondes. Bonjour et bienvenue sur l'Aléa, le podcast pour maximiser le potentiel de votre vie. Artiste, entrepreneur, aventurier, sportif, thérapeute, coach, chaque semaine vous trouverez les parcours, les témoignages ou les conseils de personnes inspirantes aux profils et expériences variés. Ma mission ? Vous guider dans vos cheminements, votre épanouissement et la poursuite de vos rêves, quels que soient les aléas que vous pourrez rencontrer. Je suis Laura Pouliken et dans la vie, je chéris les valeurs de l'audace, de la curiosité et du partage. Pour ce nouvel épisode, on part à l'aventure de soi avec Louri, explorateur de l'extrême. Le marathon des sables sans chaussures ou la traversée du plus grand glacier d'Europe sont au palmarès de l'aventurier qui souhaite, je le cite, inspirer des générations à sortir de leur zone de confort pour vivre dans un présent encore plus fou et un futur meilleur. Mais si j'ai décidé de recevoir Louri sur le podcast, ce n'est pas pour parler d'extrême, mais plutôt d'intime, d'émotion. Pour comprendre ce qui l'anime et le motive réellement derrière ses exploits, pour décrypter quels sont les cheminements de l'homme, du père. Un échange dans lequel j'espère vous pourrez retenir quelques leçons de vie à vous appliquer dans votre propre développement personnel et professionnel. Si vous aimez l'épisode, n'hésitez pas à nous le faire savoir en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts, iTunes, Spotify ou en partageant l'épisode sur vos réseaux sociaux. Un tout petit geste pour vous qui signifie énormément pour moi puisque ça aide le podcast à remonter dans les classements. Bonjour Louri. Bonjour. Rebonjour. Rebonjour. D'ailleurs, c'est votre vrai nom, Louri, parce qu'il me semble que j'avais vu en faisant mes recherches sur vous un autre nom, un autre prénom. Alors mon prénom c'est Louri, c'est mon prénom. D'accord. Et c'est Lag, mon nom de famille qui est diminutif de Lagardère. D'accord. Ok. Un lien avec la famille Lagardère ou pas du tout? Non, des fois j'aimerais, des fois j'aimerais pas. Donc bon, ça se fait plutôt ça s'est fait naturellement. Je n'ai aucun lien avec le groupe ni la famille Lagardère. D'accord, ok. Là, tu reviens donc comme on disait en off de 20 jours en mer, il me semble. Tu repars dans 3 jours. C'est quoi tes émotions là tout de suite maintenant entre deux expéditions, 2 virées? Alors, je suis très partagé. Je dois dire que je suis très fatigué, donc ça influe directement sur mes émotions. Pour la bonne, simple et unique raison que je n'ai pas beaucoup vu mes enfants ces derniers temps. Donc je suis chamboulé, je dirais. Je suis assez fatigué. Et c'est vrai que quand je suis pas en expé, j'ai toujours cette sensation que tout doit aller vite pour réorganiser la prochaine, et souvent ça me laisse très peu de temps pour me connecter à mes émotions. Mais comme là j'ai passé 20 jours en mer, 22 même exactement, et que j'avais que ça à faire, penser au retour à mes enfants et à tout ça, je suis un petit peu triste même de pas pouvoir les voir plus parce que j'ai un emploi du temps extrêmement chargé. Ouais. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites et m'expliquer un petit peu ton parcours en fait? Alors moi je m'appelle Louri Lag, j'ai 34 ans, j'habite sur la côte
de Biarritz. Je me définis comme papa explorateur puisque quand je suis pas en aventure dans un coin du monde, je suis 100% dédié à mes enfants. Mon travail consiste à relever des défis sportifs extrêmes, la plupart du temps en solitaire, dans des milieux extrêmement reculés du monde. Voilà, je fais ce travail depuis maintenant 4 ans. J'en vis pleinement et avant ça, j'avais un parcours très original, on va dire. Très différent. Moi, l'exploration, avant que ça devienne un métier proprement dit, je me suis beaucoup recherché moi dans ma vie en tant qu'homme, en tant qu'adolescent, ensuite en tant que papa. Et j'ai arrêté le cursus scolaire très très tôt. J'étais pas vraiment fait pour ça. J'étais plutôt un enfant terrible. Donc c'est vrai que à 14 ans, je suis parti en pré-apprentissage dans le bâtiment. Et puis mon enfance, j'ai une enfance très délicate, très difficile, et ça m'a un petit peu rattrapé. Et finalement, j'ai pris un mauvais chemin pendant une période de ma vie où je me suis aussi recherché. J'ai exploré en fait ce qui pouvait potentiellement me convenir dans la vie. J'ai fait un petit peu ça sur plein de moments et de périodes avant de me diriger vers l'entrepreneuriat, avant de me diriger vers l'aventure. Et j'ai un parcours de vie très très cabossé qui sort un petit peu des sentiers classiques, on va dire, puisque je suis ce qu'on appelle une personne un petit peu extrémiste, dans le bon comme dans le mauvais. Malheureusement, dans le mauvais, ça m'a bien desservi, puisque j'ai terminé en détention à l'âge de 20 ans, me semble-t-il, si je me rappelle bien. J'ai fait plein de grosses bêtises. J'ai fait plein d'expériences très douteuses qui m'ont qui m'ont emmené dans des endroits où ben voilà, que j'ai expérimenté et que j'aurais peut-être pas dû, mais c'est ce qui a fait aussi ma force de caractère. Et finalement, dans le bon côté des choses aussi, ça m'a permis de pouvoir découvrir le monde de l'entrepreneuriat, des expériences professionnelles très trépidantes. Et c'est ce qui m'a amené à coupler en fait les deux univers un petit peu, l'adrénaline dont j'avais besoin quand j'étais jeune, à faire peut-être beaucoup de bêtises, à travers le monde de l'entrepreneuriat et le monde de l'aventure, et de réussir aujourd'hui à devenir aventurier professionnel. Voilà. Ok, tu as dit beaucoup de choses Oui. là dans cette introduction. Si on reparle un peu, donc tu dis que tu as eu une enfance qui était très difficile, ce qui a pu t'amener à prendre des directions assez noires, assez extrémistes, comme tu dis. Quel genre d'enfance tu as eu? Est-ce que tu peux revenir avec moi un peu sur cette enfance qui a pu te conduire justement à tester ces choses extrêmes? Complètement. Alors, avant toute chose, il faut savoir que à l'heure actuelle, je n'ai plus aucun problème avec ce que je vais raconter, mais c'est vrai que moi, je suis issu d'une famille pauvre, et j'ai eu un père très absent, et moi je suis l'aîné d'une fratrie de 3 garçons qui vivait dans des conditions un petit peu délicates avec un père vraiment absent, et le seul moyen de résoudre les problèmes d'enfants terribles qu'on était, moi j'étais le plus terrible à l'époque, c'était de gérer ça par la violence. Donc moi j'ai une enfance d'enfant battu qui m'a emmené sur une révolte auprès de mon père, qui m'a emmené sur une révolte dans la vie de tous les jours, dans un système scolaire, les bagarres, les confrontations, toujours à essayer en fait de me prouver à moi-même que je suis pas un moins que rien, que je suis pas nul, mauvais, et que finalement j'essaye de m'extirper de tout ça. À l'âge de 8-9 ans, on me découvre un syndrome qui s'appelle le syndrome de l'analgésie congénitale. C'est un syndrome un petit peu particulier puisque j'ai un seuil de douleur différent de la norme, ce qui fait que quand je me blesse, je ne ressens pas la même douleur que tout le monde. En gros, quand quelqu'un ressent la douleur, moi je ne ressens rien. Quand quelqu'un a très très mal, je commence à ressentir la douleur. Et quand quelqu'un souffre le martyre, moi ça me fait on va dire pas mal de douleur. C'est quelque chose qui m'a beaucoup handicapé dans ma vie parce que j'ai pris ça comme des super pouvoirs quand j'étais jeune, et puis finalement il y avait plein de problématiques qui étaient invisibles à l'œil humain, qui se sont déclenchées. J'ai eu des otites à répétition enfant, et en fait on le voyait pas, il y a que quand je saignais des oreilles qu'on comprenait.
Je me suis, pour donner une idée qui m'a marqué dans mes jeunes années, c'est que je me suis transpercé le pied avec un clou. Et en fait, il y a que au moment d'enlever ma chaussure que je me suis rendu compte que j'avais un problème. Donc ça m'a beaucoup desservi, puisque du coup, mon seuil de limite n'a jamais été le bon. Il a fallu que je me cherche pendant des années, que je cherche en fait qu'est-ce qui était la bonne limite. Et quand mon corps m'envoyait les informations, eh bien, c'était déjà trop tard finalement. Donc il a fallu que j'apprenne en fait à comprendre comment ça fonctionnait. Il a fallu que je trouve plein de mécanismes. Ça plus effectivement cette déchéance un petit peu dans laquelle j'étais. Et cette recherche de moi et cette rébellion envers ma famille, envers mon père, m'a mené à 17 ans à quitter le foyer familial. J'ai fugué pendant pratiquement 1 an. J'ai vécu dans la rue et là, ça a été un petit peu la descente aux enfers. Voilà, il a fallu survivre, il a fallu manger, il a fallu trouver de l'argent et donc j'ai commencé à faire toutes sortes de choses à cette époque-là. Voilà, j'étais ce qu'on appelle un jeune délinquant et j'ai fini bandit entre guillemets. J'ai fini donc en détention à l'âge de 20 ans, où j'ai passé un certain temps. Pour quelle raison? À l'époque, c'était, alors j'en suis pas du tout fier, mais c'était c'était un braquage à main armée. Donc c'est vrai que très loin de ce que je fais aujourd'hui et finalement en fait il y aura toujours ce lien sur l'adrénaline. On y reviendra peut-être après, mais du coup je me suis retrouvé donc à 20 ans à être en détention, à vivre mon anniversaire en détention. Et en détention, il s'est passé beaucoup de choses. Ça a été une expérience de vie incroyable parce que je l'ai pas pris comme une punition, mais je l'ai pris comme une découverte d'un milieu, d'un système juridique, d'un système pénal. J'ai découvert plein de choses que j'ai pas aimées. Je me suis rendu compte qu'on pouvait mettre une personne qui avait pas payé des PV avec une personne qui avait fait des braquages de Brinks, tué des gens, et je me suis dit bon, le système est vraiment mal fait. Quand je suis sorti de cela, j'étais quand même très déboussolé. J'ai eu la plus grosse des punitions en fait, ça a été après, puisque moi c'est une affaire un petit peu politique, donc j'ai dû rester enfermé pendant 1 an avec un bracelet électronique et 5 ans sans avoir la possibilité de quitter le territoire français. Donc ça a été très dur puisque c'était toutes mes années de jeunesse. Et pendant cette période-là, je suis tombé dans des abîmes délicats. J'ai découvert des stupéfiants. J'ai commencé à essayer de rechercher du bonheur et de la joie à travers des soirées, et c'est passé par ça. Et mon côté extrême a toujours pris le dessus. Donc j'ai fait un premier arrêt cardiaque à l'âge de 23 ans. Donc une mort médicale sèche, comme on dit, ce qui m'a pas mal traumatisé. Et à 25 ans, j'ai ma première autorisation de quitter le territoire. Je pars, c'est ma première aventure de voyage. Et donc en fait, tout se fait dans un extrême, comme d'habitude. Et je pars avec un sac de 22 kilos pour les États-Unis. Je fais un second arrêt cardiaque là-bas parce que je me fais piquer par un scorpion dans le Grand Canyon. Et en fait, de là naît le fait qu'il existe un lien entre l'extrême, l'adrénaline et les sensations que j'avais besoin à cette époque-là. Et je le sais pas encore, mais je vis un peu comme un backpacker un peu pendant près d'1 an extrême en fait. Je savais pas ce que c'était voyager, donc forcément c'était dur d'avoir des notions. J'étais parti sans rien, pieds nus, j'ai traversé les États-Unis, ça a été ma première grande aventure. Et c'est là que tout a débuté un petit peu pour ma passion pour le voyage. Au début, ça a démarré comme ça. J'ai découvert des nouvelles communautés, j'ai découvert des nouvelles façons de voyager, des nouvelles façons de communiquer, des nouvelles façons de parler. J'ai rencontré des gens incroyables qui m'ont beaucoup apaisé. Et puis je suis rentré à Paris. Et à Paris, j'ai fait quelque chose qui n'avait rien à voir. J'ai rebasculé, j'ai fait une école de cinéma. Je suis tombé malade à Paris. C'était une année très très dure, Paris, pour moi, parce que je connaissais rien. Je suis passé d'un homme libre en aventure à un homme emprisonné dans une grande ville. Et ça a été très dur pour moi. Donc j'ai pas tenu très longtemps.
J'ai tenu 1 an à Paris et puis j'ai eu une opportunité de travail qui correspondait à mon pré-apprentissage que j'avais fait à 14 ans. Et donc, je l'ai saisi parce que je me suis dit, je vais jamais m'en sortir. Donc, je suis retourné à Bordeaux, ma ville natale. Et j'ai monté une entreprise dans le bâtiment. Et là, j'ai pris ma revanche, en fait. Et je me suis dit, j'ai toujours été un peu un pirate avec le système. Je vais payer ma dette, entre guillemets, et je vais devenir un bon citoyen. Et donc, je me suis engagé sur le chemin de l'entrepreneuriat. J'ai plutôt été doué à ce moment-là. J'ai bâti plusieurs entreprises sur des constructions de maisons écologiques. Et je suis devenu leader d'un marché et j'ai gagné beaucoup d'argent. Et donc, j'ai découvert aussi le système de l'entreprise d'une autre manière. Et j'ai aussi été très déçu, voilà, qu'un entrepreneur français finalement ne soit pas récompensé à la hauteur de son travail, puisque moi je voulais vraiment gagner de l'argent, j'étais d'accord de faire gagner de l'argent à mon pays, et puis finalement je me suis rendu compte que ça a été la grosse désillusion entre qu'est-ce qui est gagner de l'argent, travailler pour la gloire de Rome et faire embaucher du monde, et qu'est-ce qui arrive sur notre compte en banque personnel. Donc ça a été un coup dur, j'ai travaillé pendant 3-4 ans, et puis j'ai décidé de mettre la clé sous la porte, puisque j'ai eu entre-temps ma première fille et je me suis dit je ne la vois pas, je travaille énormément et finalement c'est pas la vie que j'ai envie de mener. Donc j'ai tout plaqué. Je suis parti en Asie et je me suis dit je vais partir avant que ça soit un blackout. Et en fait mon voyage en Asie a changé la suite des événements, puisque j'ai été contacté pendant mon voyage par des boîtes de prod pour participer à des émissions, et puis je me suis dit en fait j'ai perdu mon bagage en Chine et je me suis retrouvé avec aucun matériel, et du coup j'ai dû me débrouiller. C'est ce qui fait que il y a des gens qui ont des métiers comme Mike Horn, comme Bear Grylls, et ils vivent de ça, et je me suis dit pourquoi pas me lancer là-dedans, et donc j'ai décidé de rentrer avec la fière intention de rebâtir un univers autour de ça. Et aujourd'hui, je suis devenu la personne que je suis, aventurier professionnel. Ça n'a pas été toujours très simple parce que je suis parti de tout en bas sans aucune aide, sans rien connaître dans ce monde-là, le monde du sponsoring, le monde qui finalement est très proche de l'entrepreneuriat. Et du coup, j'ai dû mettre toutes mes compétences, à disposition, toutes celles que j'avais acquéries, c'est-à-dire que finalement j'ai dû survivre très jeune, j'ai dû c'est ça, c'est toutes ces années finalement à te dépasser, dans plein de domaines différents t'ont servi pour cette nouvelle activité. Et tu dis dans une interview justement que tu as longtemps été déconnecté de tes émotions et qu'il a fallu énormément de travail pour dépasser ça. T'es hyper bien renseigné. Est-ce que justement, est-ce que justement c'est ça en fait, c'est tout ce que tu as mis en place, ça t'a permis finalement, tous les travers dans lesquels t'es tombé aussi, ça, tu dirais que c'était pour te reconnecter justement à ces émotions d'une manière extrême? La reconnexion des émotions, elle s'est fait un petit peu naturellement parce que finalement c'est ça. Alors je tiens à préciser que ce que je vais dire, c'est très personnel et que finalement, j'incite absolument personne à suivre ce chemin-là. Mais la découverte de la drogue a été un élément déclencheur dans ma vie. En fait, je me suis retrouvé confronté à mon corps qui me donnait des informations sur comment vivre des émotions, et en fait, m'a fait tomber les barrières que j'arrivais pas à faire tomber personnellement, moi, avec ma propre volonté. Et donc, en gros, ça m'a permis là de me dire mais en fait j'ai des sentiments, je ressens des choses, et en fait c'est sous l'emprise d'une substance que je ressens ces choses-là, mais en fait elles sont dans mon corps et tout, et ça a commencé comme ça, et puis je me suis dit j'ai combattu toute ma vie, j'ai dû survivre toute ma vie, j'ai dû me battre toute ma vie, et finalement si je suis ma logique de psychologie, où j'ai fait toutes ces expériences pour découvrir quelque chose qui me plaisait, je me suis dit j'ai eu cette vie-là dans cette dimension-là, avec cette méchanceté, cette bagarre, cette haine, cette violence. C'était une expérience, je dois essayer quelque chose. Et donc, j'ai décidé de tourner la page sur cette vie sentimentale-là.
où il y avait aucune émotion, il y avait rien. Et j'ai dû me rebâtir sentimentalement à travers ma vie de papa, à travers ma vie amoureuse qui a été très dure, à travers mes voyages, ma sensation de peur, puisque finalement, j'ai jamais eu la même sensation de peur, j'ai jamais eu la même sensation de risque avec mon syndrome d'analgésie congénitale. Donc, en fait, j'étais dans un gros foutoir qui était très dur à gérer, et je me suis dit, c'est quand même le moment. Voilà. Et donc, à partir de là, j'ai décidé de me rebâtir, de me reconstruire de toutes pièces. Ça a été très dur. Mais j'y suis arrivé. Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à te dire que finalement, les blessures peut-être que tu tentais d'apaiser avec toutes ces expériences, tu as réussi? Enfin, est-ce que tu arrives à trouver en fait un lien direct entre pourquoi en fait tu as expérimenté tout ça? Est-ce que c'était des blessures, des choses à te prouver, des choses dans ton passé conscient ou inconscient que tu essayais de dépasser? Je pense que c'est un mélange en fait, tu vois. Je pense que c'est un grand mélange entre, si tu veux, évidemment, quand j'ai eu quelque chose à me prouver, évidemment que j'ai eu envie de devenir quelqu'un, de prouver non seulement à ma propre personne, mais à ma famille, à mes parents, à mes frères. Moi, j'ai été l'exemple pour mes 2 petits frères. Mon second, il a suivi mon chemin. Il a fallu que je le déroute, il a fallu que je l'aide. Donc, je suis passé par beaucoup d'émotions différentes avant de pouvoir me dire pourquoi j'ai fait ça. Et une fois que je me suis retrouvé, moi, je suis un garçon. C'est juste que j'ai aussi cette faculté à pas tomber dans l'abîme de l'après une mauvaise situation. Je raconte souvent cette histoire où je dis que j'ai eu un accident avec mon frère. On roulait à 200 sur la route. On a pris un poteau électrique et on s'en sort indemne. Et en fait, moi, je raconte cette histoire après aux gens dans mon entourage, et je dis putain, je suis miraculé, quoi. C'est incroyable. Je suis encore en vie. Combien de fois j'ai échappé à la mort, combien de fois j'ai réussi à m'en sortir sans une égratignure. C'est ouf. Et mon frère, il dit putain, j'ai plié ma caisse, voilà, je suis endetté. Et en fait, pour une même expérience, on a la faculté de pouvoir raconter 2 histoires différentes. On a la faculté de pouvoir raconter de 2 manières complètement distinctes. Et moi, j'ai toujours choisi celle qui m'élevait. Et donc, j'ai fait de la mémoire sélection, pardon. Je sais plus comment on dit, mais. Ouais. Mémoire sélective, ouais. J'ai fait de la mémoire sélective, effectivement, sur tous les moments de ma vie qui m'ont permis de me relever, et non pas ceux qui ont permis de m'enfoncer, qui auraient pu me traîner au bas-fond. Alors que mon frère, par exemple, c'est tout l'inverse. Et finalement, c'est ce qui m'a sauvé. C'est jamais trop me retourner sur mes expériences passées et prendre tout ça plutôt comme un tremplin, et non pas comme quelque chose qui m'empâte et qui me permet de pas bouger. Donc moi, j'ai cette faculté là. Mais ça a été un travail de longue haleine. Et puis après, je nie absolument pas le fait que ça a été très dur. Moi, j'ai une vraie foi, en fait. J'ai une vraie foi et je suis déterminé sur plein de choses dans la vie. Je suis quelqu'un qui a foncièrement envie d'être heureux profondément. Je me bats pour ma quête du bonheur. Je me bats pour chercher ce qui me fait du bien, et ça passe par des mauvaises expériences. Et j'ai l'honnêteté de pouvoir dire à mes proches, à ma famille, que je suis égoïste, que je suis fait d'une certaine chose et que j'ai besoin de comprendre les choses par moi-même, et que c'est ça qui me permet d'être tous les jours un petit peu plus heureux. Que ce soit dans mon rôle de parent, que ce soit dans mon rôle d'entrepreneur, d'aventurier, sur la prise de risque et tout ce qui s'ensuit. Si à un moment donné, on n'est pas fidèle à sa croyance et à sa quête, on se perd. Et moi, je suis très focus sur l'homme que je suis, ce que j'ai envie d'être et les expériences que j'ai envie de vivre. Et ça passe effectivement par vivre des moments très, très douloureux, très douteux. Moi, évidemment, c'est surdimensionné parce que j'ai cette vie-là et j'ai ce syndrome-là, et que donc, du coup, tout est disproportionné. Je me retrouve à devoir jouer avec la mort, à échapper à plein de choses. Alors que il pourrait y avoir effectivement une expérience moins extrême. Maintenant, je fais avec, c'est comme ça fait partie de mon écosystème. Mais c'est vrai que l'un va pas sans l'autre. Moi, j'adore le film de Forrest Gump où il y a un moment qui est très juste, où elle dit, où il est sur le banc et puis il est avec sa boîte de chocolat, et puis il dit, maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat, on sait jamais sur quoi on va tomber, il faut goûter pour savoir si on aime. Moi, je trouve ça très juste.
Je trouve ça très juste Exactement. de devoir essayer et de finalement pas savoir si on aime, pas savoir si c'est fait pour nous et voilà et j'ai le culot d'aller essayer plein de choses et oui je suis critiquable parce que je fais beaucoup d'erreurs et parce que finalement je suis en échec sur plein de domaines mais non euh, je ne suis pas mauvais ni sur le mauvais chemin puisque j'ai l'audace d'essayer et de pouvoir dire j'aime ou je n'aime pas et ça fait toute la Mais c'est différence. ça. Et justement, par rapport à tout ce que tu as expérimenté, et aujourd'hui particulièrement aussi dans les expéditions de l'extrême, Oui. c'est quoi ton moteur en fait? C'est quoi qui t'anime? Alors, est-ce que c'est la connaissance de toi? Est-ce que c'est la Ah, quête c'est du bonheur? Quelles sont les réponses que tu une peux me grande donner par question. rapport à ça? C'est une super grande question. Alors après, moi, au milieu de tout ça, en fait, au milieu de toutes ces expériences douteuses, ma vie a commencé à être rythmée par plusieurs choses. La première, c'est que comme j'ai joué beaucoup avec la mort, euh, j'ai compris que ça tenait qu'à un fil. Et, euh, et donc en fait, je suis rongé par le fait qu'on va mourir. Et ma Ouais. vie est régie par mon temps. Et j'ai décidé d'utiliser mon temps égoïstement pour faire des choses que j'aime. Je me lève le matin et je me dis, un jour, ça va s'arrêter. Et donc, ça me propulse pour faire des choses incroyables, pour faire des choses que j'aime, pour faire des choses extrêmes, forcément. Mais ça passe par plein de sujets complètement différents. Ça passe par effectivement l'aventure où je vais dans des endroits où il fait moins 70, je risque ma vie. Et en fait, c'est là que je me sens vibrer. Ça passe par l'aventure en tant que papa, l'aventure humaine, par plein de choses. Je me bats, j'écris des bouquins, je me défonce vraiment pour laisser quelque chose de mon passage et pour me dire je veux pas je veux pas ne rien laisser, je veux pas avoir filé cette vie sans en avoir profité. J'ai pas peur de mourir. Non, je n'ai pas peur de la mort, par contre, pardon. Je n'ai pas peur de la mort, mais j'ai peur de mourir. Et c'est une nuance très particulière qui est difficilement entendable. Alors, Mais c'est quoi la différence, ouais, la entre nuance, en fait, c'est que je ne pense jamais à la mort proprement dit. Je prends tous les risques du monde, mais j'ai pas envie que ça s'arrête. En fait, je suis ouais, et capable de c'est prendre hyper beaucoup de risques. contradictoire parce que, tu vois, Mais moi, oui, par exemple, j'ai super peur de la mort. Et donc, je vais éviter, tu vois, la prise de risque, on va mais dire, ça, c'est une extrême. illusion Enfin, finalement. hmm, Ça, c'est une illusion en ouais, fait. Je veux dire, demain, on peut être foudroyé c'est clair. par un mal, par une maladie. On peut se faire renverser au passage piéton alors qu'on est passé sur le vert. On peut avoir un accident et c'est pas nous qui l'avons généré. Donc moi, je crois que ça, c'est une illusion en fait qu'on décide volontairement de s'imposer pour se mettre dans un élément de confiance, de sécurité. Voilà, alors évidemment, moi je suis dans un autre extrême. C'est un peu extrême la manière dont j'aborde ce sujet-là, puisque je me mets dans des endroits en difficulté. Et à la fois, c'est là où je me sens le plus proche de la vie. Ben oui, c'est quand je prends beaucoup de risques dans des endroits complètement fous que je me sens vivant. Et c'est ma manière à moi de combattre mon angoisse du bout du tunnel. Et c'est sur ce sujet-là aujourd'hui, mais plein d'autres aussi, c'est aussi de s'accomplir en tant qu'homme, s'accomplir en tant que père de famille. Je suis pas du tout, voilà, par exemple, j'ai pas de quête d'argent, j'ai gagné beaucoup d'argent dans ma vie et j'ai pas du tout de quête à ce niveau-là. Ça m'a jamais rendu plus heureux qu'autre chose, mais ce qui me rend heureux, c'est découvrir des nouveaux horizons. Ce qui me rend heureux, c'est, c'est l'exploration en fait. Regarder mes enfants grandir, les comprendre, être proche d'eux, euh, les relations humaines, essayer de rester connecté malgré toutes les expériences de vie douteuses de tout le monde. Et voilà, c'est ça que ça m'anime énormément. Et effectivement, j'ai envie de laisser une trace de tout ça. J'ai envie de marquer les esprits. Peut-être que j'ai un ego un petit peu mal placé aussi, mais je crois qu'il en faut un dans le métier que je fais. Et voilà, et c'est vrai que le temps régit considérablement ma vie. Voilà, moi je suis pas un garçon qui, par exemple, je ne peux pas me prendre la tête avec quelqu'un. En fait, je n'ai pas le temps pour ça. Moi, je veux rentabiliser mon temps. Donc, je n'ai pas le temps de me prendre la tête. Je n'ai pas le temps de me mettre sur un canapé et d'attendre qu'il se passe quelque chose. Je suis quelqu'un d'hyperactif parce que peut-être certainement que je suis angoissé aussi de ce process de vie.
mais finalement ça me rend proactif et je découvre des émotions, des sensations, des choses qui me font vibrer. Et justement, qu'est-ce que t'as appris en fait, et qu'est-ce qu'on apprend d'expédition de l'extrême, et particulièrement en solitaire, puisque c'est aussi ta spécialité, quand tu parles justement de nouvelles émotions, de nouvelles sensations. Est-ce que tu peux nous parler en termes d'apprentissage? Complètement. Alors moi, ça m'a généré beaucoup de choses. Déjà, je pense qu'on vit dans une génération où déjà prendre le temps pour soi, ça n'existe plus. On a toujours quelque chose à faire, en fait. Même si on est devant notre télé, eh bien, on regarde la télé, on lit un bouquin, notre téléphone sonne. Je crois qu'aujourd'hui, plus personne ne prend le temps de savoir ce qu'il aime, de faire des vraies introspections. On peut aller chez un psy si on a envie. Peut-être que c'est le début de quelque chose, mais finalement, volontairement, on a toujours quelque chose à faire. Et l'expédition m'apporte ce moment de grâce où je me retrouve seul et où je n'ai rien d'autre à faire qu'à penser à mon bien-être personnel, à ce que j'aime dans la vie, à ce que je veux faire, aux personnes que j'ai envie de fréquenter et au chemin que j'ai envie d'emprunter. Et je ne suis absolument pas parasité par quoi que ce soit. Je suis dans ma tente, il fait moins 50 peut-être, mais je me sens bien. Je me sens bien parce qu'il n'y a rien qui peut venir contrecarrer ce que je suis en train de vivre et je le vis pleinement en fait. Et je suis tapé, frappé, foudroyé par mes émotions. Et c'est cette dimension-là qui me plaît énormément parce que c'est une très très grande introspection. Et finalement, c'est l'exploration de soi-même qui pendant l'aventure physique, psychologique, permet de trouver son chemin. Donc, ça génère du manque, ça génère de la tristesse, ça génère de la peur, ça génère de l'amour, ça génère beaucoup de choses en fait que potentiellement on ne ressent pas dans un quotidien. Parce que finalement, on prend son téléphone, on appelle la personne concernée, ou on va la voir, on prend la voiture et tout. Et je crois qu'on est trop parasité pour être connecté à ces sujets-là qui sont extrêmement importants. Donc, ça m'a appris beaucoup de choses. À travers tout ça, j'ai découvert, par exemple, la solitude, la vraie. Quand il n'y a personne à des centaines de kilomètres à la ronde et que finalement, on est confronté à soi-même sur ses choix, sur sa volonté d'être là où on est, sur l'impossibilité de pouvoir passer un coup de téléphone, sur l'incapacité de pouvoir accéder à quelque chose qui ressemble à la civilisation. Ça a été très dur les premières fois. J'en ai pleuré, toutes les larmes de mon corps, quand j'avais 25 ans. Je me suis retrouvé seul, je me suis perdu dans les Everglades sur mon voyage aux États-Unis et je suis sorti de ma tente qui s'appelait une tente sarcophage. J'ai jeté mon laptop, j'ai jeté mes livres nus dans la forêt et je pleurais et je me suis dit c'est affreux cette solitude. Ouais. Et puis finalement tu l'apprivoises, j'imagine. Je me suis dit ok, c'est là en fait. Est-ce que je vais passer mon temps et mon énergie à me confronter à elle, ou est-ce que je vais l'accepter et la rentrer dans ma vie et voir ce que ça fait comme émotion? Et donc du coup, je l'ai accueilli. J'ai accueilli cette émotion et je me suis dit c'est pas si dur que ça en fait. Et j'y ai trouvé du bon. Et en fait, j'ai décidé de vivre mes expéditions qui évoluent continuellement de cette manière-là. Je les ai toujours abordés avec il va se passer quelque chose de nouveau et il va falloir que je l'accueille et il va falloir que je l'aide. Donc ça m'a appris beaucoup de choses. Par exemple, le relativisme. C'est vrai que quand on passe d'une période où il y a absolument aucun confort, mais absolument rien, on dort par terre sur la glace à moins 60 ou alors en plein soleil à plus 50, quand on rentre chez soi, on apprécie les petites choses de la vie qu'on oublie aussi. Ouais, ça je veux bien le croire. Et donc, je veux bien le croire. Quand je rentre chez moi, ça m'apprend à relativiser sur la condition humaine, ça m'apprend à relativiser sur ma propre condition, à être plus agréable en fait, et à avoir plus de temps à dédier aux gens sans être énervé, et à me dire c'est pas grave, chacun a sa version du truc, mais voilà, beaucoup de relativité, beaucoup de découvertes d'émotions extrêmes, mais qui sont très plaisantes. Et j'ai une question que je me pose, mais quand on a, parce que c'est vrai, peu de gens dans notre vie hyperactive ont la place pour cette
pleine introspection. Et est-ce que justement, c'est pas déstabilisant quand on revient? Est-ce que tu dirais que justement, on va de plus en plus vers l'alignement et on est de plus en plus aligné? Ou justement, est-ce que finalement, cette place à la solitude n'amène pas des transformations à force de trop réfléchir et à chaque fois, en fait, des changements quand tu reviens, entre guillemets, à la vie réelle? Je sais pas si ma question est claire. Elle est très claire, en fait. Je dirais les deux, mon capitaine, pour la bonne, simple, unique raison qu'en fait, dans cette introspection, on se détache de certaines choses, donc forcément de certaines philosophies de vie, de certaines façons de réfléchir, et du coup, de certaines relations, finalement, en fait. Parce que on partage plus les mêmes idéaux, et puis c'est normal, c'est une évolution, et cette évolution, elle est personnelle, c'est une introspection, donc c'est la même chose, en fait, sans les expéditions extrêmes. C'est juste que moi, c'est des sortes de masterclass. Du coup, peut-être que j'avance plus vite sur un sujet, et quand je rentre, l'autre, il en est pas là, et du coup, on est confronté à une différence, et où là, il y a quelque chose qui rentre en compte, c'est le partage d'expérience. Et moi, je suis très philosophique. Ma mère, elle est formatrice psychiatre, psychothérapeute, et donc, du coup, j'ai pas mal nagé dans cet univers-là, et j'ai cette tendance à vouloir partager ma philosophie avec les autres, et puis à leur dire, je sais pas, qu'est-ce que tu penses de ça, et quelle émotion ça te fait? Est-ce que tu aimerais pas découvrir ça? Et est-ce que tu peux entendre que partir de cette manière-là, ça m'apporte ça, et que finalement, c'est infiniment magnifique. Et donc, je crois qu'après, c'est comment on le rapporte aux autres, et comment on va échanger avec les autres, et la faculté qu'ils ont à pouvoir l'entendre, le recevoir et l'accepter. Et c'est ce qui fait que on évolue tous. Et je crois que il y a certaines personnes qui ne veulent pas entendre ce genre de choses, et qui vont te dire non, moi je préfère rester dans ma petite vie tranquille, sans avoir trop de choses à réfléchir, sans avoir trop d'introspection. Et puis c'est comme ça ma notion du bonheur, et c'est respectable. Moi, j'ai toujours tendance à réfléchir, à toujours mouliner pour essayer de trouver quelque chose ou une sensation qui me rend encore plus heureux, sachant qu'aujourd'hui je me considère comme comblé déjà. Ouais, justement, je voulais te demander, c'est quoi le bonheur pour toi? Le bonheur pour moi, c'est de se lever le matin avec cette liberté qui pour moi est... déjà, j'ai la chance de faire un métier que j'aime, donc ça, c'est énorme pour moi. Aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de travail. J'ai fait beaucoup de travail où je ne prenais pas de plaisir, et donc là, de faire un métier qui me plaît, c'est déjà pour moi une grande sensation de liberté, et un vrai bonheur. Et après, je pense que ça passe aussi par le temps que je suis capable d'allouer aux personnes que j'aime. Voilà, je passe beaucoup de temps en famille, je passe beaucoup de temps avec mes enfants, je passe énormément de temps avec les gens qui me procurent du bien, et mon concept de temps où justement j'ai peur de pas jamais en avoir assez, me propulse sur un hyper travail auprès de ces personnes. Et c'est pour ça que je n'ai que 2 métiers dans ma vie. Je suis papa et explorateur, et tout le temps où je suis pas à l'étranger, je le passe 100% dédié à mes enfants, à les emmener à l'école, à préparer des gâteaux au chocolat, à les faire des activités, et avoir cette relation très unique avec elles, très proche, où on parle de tout, on se confie tout, et quand je pars en aventure, j'ai appris à amener plein de beaux rêves, plein de belles émotions, plein de choses que, voilà. J'ai pas besoin de prendre de bouquins, moi, pour pouvoir raconter des histoires merveilleuses. Donc, c'est un peu ma notion du bonheur, en fait. Finalement, c'est une vie très simple. Je suis un garçon de très simple. J'ai beaucoup d'ambition, et j'ai beaucoup de grands rêves, mais je vis très simplement. Quels sont tes secrets? Voilà, quand on parle un peu d'expédition extrême, toi, tu as quand même traversé, je crois, tu as fait le marathon des sables sans chaussures. Donc, moi qui vis à Dubaï et qui ai l'occasion d'aller dans le désert, je sais ce que c'est, le sable chaud. Quels sont tes secrets pour relever des défis pareils? Est-ce que c'est autant dans la partie, on va dire, physique que psychologique? Alors, dans la partie physique, il faut savoir que je m'entraîne énormément. Après, ça reste, quoi qu'il arrive, un entretien.
Je crois qu'aujourd'hui, on est dans un ère où il faut faire quand même vachement attention à sa nourriture, vachement attention à son physique, vachement attention à plein de choses. Beaucoup de maladies naissent. Je trouve ça très dur de vivre dans la génération dans laquelle on est. Euh, donc, je fais très attention à ce que je mange, je fais très attention à mon physique, mais pas dans un but de faire des expéditions, dans un but de bien-être et de santé d'abord. Mais forcément, ça me demande beaucoup de travail. Après, psychologiquement, je crois que mes expériences de vie m'ont mené sur une faculté, je dirais, à réfléchir différemment. Et donc, je suis quelqu'un de très zen, qui a une gestion du stress et de l'urgence très militaire, ce qui fait que je peux prendre beaucoup de risques ou je peux les minimiser en préparant bien mes expés. Et je pars avec le temps, j'ai appris aussi à construire un écosystème autour de mes aventures, donc à préparer mes enfants, à les emmener avec moi pour qu'elles voient un petit peu l'univers dans lequel j'évolue, à faire de la navigation, à rassurer les gens à chaque fois quand je pars, en essayant d'avoir des moyens de communication, en faisant le plus possible. Et, euh, et après, il y a une grande part d'inconnu. Finalement, on peut jamais savoir ce qui va se passer. Euh, je crois que je crois que ça c'est un peu aussi ce que je recherche, c'est que c'est ça l'aventure. Donc je crois que je crois que l'idée de partir et de pas savoir ce qui va se passer, c'est ça qui m'anime. Donc mes facultés restent d'avoir un très très gros mental. Moi, j'ai un très gros mental, d'avoir vécu des expériences très douteuses comme ça m'a forgé considérablement. Et ma plus grande force, c'est le mental. Je l'ai toujours dit. Je suis pas un grand athlète. Euh, Par contre, je suis déterminé et je suis quelqu'un qui a un instinct de survie surdéveloppé. On va finir par des petites questions. Je sais pas, voilà, si tu as des choses à ajouter après ces quelques questions. Et sinon, on va finir par des petites questions que je pose toujours à la fin de chaque interview. Est-ce que tu peux me partager une maxime, une citation que tu aimes beaucoup? Ouais. Alors, j'ai inventé un dicton, un slogan qui m'a permis de me relever de plein de choses, qui m'a sauvé, qui dit l'amour l'emportera toujours. Parce que je reste persuadé que même en grande difficulté sentimentale ou en grande détresse ou au bout du monde ou en conflit avec quelqu'un, si on se recentre bien et qu'on revient à l'essentiel, des sentiments pour lesquels on peut avoir dans une situation ou pour une personne, euh, et qu'on n'a pas d'ego mal placé, l'amour l'emportera toujours. Hmm. Quelles sont les questions que l'on te pose le plus, que ce soit sur tes réseaux sociaux, que ce soit dans la vie, et les réponses que tu peux apporter? Est-ce que tu vis de l'aventure? Comment tu gagnes ta vie? Euh, Après, est-ce que c'est pas trop dur de partir loin de ta famille? Ça, c'est les questions qui reviennent le plus. Et donc, pour y répondre, c'est toujours pas facile de partir loin de ma famille. J'essaie toujours de mettre en place des choses, mais c'est très dur. Là, voilà, dans la période dans laquelle je suis, je vais voir mes enfants 9 jours en 3 mois. Donc, c'est pas simple. Il faut pas Ouais. croire du tout. Et c'est aussi pour moi une très belle occasion de faire ce podcast avec toi parce que euh, j'aimerais passer un message vraiment ultra important derrière l'Instagram qui fait rêver et derrière les photos aux quatre coins du monde. Je suis une personne qui travaille énormément. Je dors très peu. Je suis une personne qui suis ultra focus sur ce que je fais et rien n'arrive par hasard. Et finalement, je fais beaucoup de sacrifices. Et ça passe par mon schéma de vie familial. Je me suis séparé de la mère de mes enfants après 10 ans de vie commune euh, parce que j'ai une vie qui n'est pas adaptée à la sienne et qui finalement a pris le dessus et on se voyait plus et voilà. Et on a fait des choix et j'ai sacrifié ça au nom de ma quête du bonheur, au nom de ce que j'entreprends. Je sacrifie des moments de vie aussi de famille parce que je, je raconte souvent cette histoire où je dis je m'estime comme la locomotive de ma famille. Euh, Derrière moi, il y a 20 wagons. Et finalement, si on met pas le bon kérosène,
le bon consommable dans la locomotive, c'est tout le train qui s'arrête. Donc moi, pour faire avancer tout le train, je dois mener des expéditions. Mon charbon à moi, c'est de partir à l'aventure et d'être ressourcé pour être un meilleur père, un meilleur conjoint, un meilleur mari, un meilleur frère, un meilleur tout ce qu'on veut. Et ça me demande énormément de sacrifices, ça tout le monde ne le comprend pas au départ, donc voilà, les gens qui pensent que c'est pas spécialement dur ou que c'est toujours beau de faire tout ce que je fais, oui, il y a une part de vrai. Après, chaque rêve a sa part de noirceur et sa part de chétane à devoir assumer. Ça en fait partie. Voilà, donc ça a été très dur aussi, notamment pour répondre à votre question sur l'argent, ça a été très dur puisque partir de rien quand on est personne dans ce milieu-là, il a fallu que je me batte plus que n'importe qui pour y arriver. J'ai pas gagné ma vie avant 2 ans et cette année 2022 et le résultat de l'année 2021 qui était déjà bien plus propice mais qui a pas été optimal. Puisque il faut bien comprendre aussi que monter des expéditions, c'est comme monter une entreprise. Il y a une grosse différence entre générer un chiffre d'affaires de millions d'euros peut-être et l'argent qui vient sur notre compte. Entre le million d'euros de chiffre d'affaires, les dépenses qu'on a à faire, la logistique, les gens qu'on doit payer, les impôts, tout ce qu'on doit faire, à la fin, il reste pas toujours grand-chose. Donc c'est très très important de comprendre cette nuance-là et qu'effectivement, ça a été très dur de me bâtir financièrement et de revenir à un cadre de vie que j'avais avant avec mes grandes entreprises. Oui, c'est clair. Mais d'ailleurs, là, la manière de gagner ton argent, c'est avec les sponsors, en fait. Comment ça se passe Alors, il y a beaucoup de manières de gagner d'argent. Aujourd'hui, il y a effectivement le sponsoring. Donc, moi, je suis pris en charge par des partenaires à l'année qui me rémunèrent pour représenter leur marque, pour les représenter à travers mes aventures. Ensuite, tu vas avoir tous les produits dérivés que je peux proposer, les conférences, les team building, les stages que je fais à l'année. Et ensuite, moi, comme j'ai cette âme d'entrepreneur, je ne gère pas que ça. Je gère des entreprises d'équipementiers outdoor. J'ai créé des concepts sur des board bags pour porter les surfs pour les femmes, une entreprise 100% féminine. Je suis dans plein d'autres affaires, dans l'immobilier, dans plein de choses, parce que j'adore ça. Donc, vivre 100% de l'aventure, ça a été plus long que ce qu'on pense. Faut le savoir. Et aujourd'hui, est-ce que tu as des secrets justement d'organisation, puisque sur toutes ces activités que tu gères au quotidien, quelle est ta manière de t'organiser ? Alors, c'est quasi militaire. Hein. Franchement, ouais. C'est ultra militaire. Là, j'ai la chance aujourd'hui d'être accompagné par une team, d'être accompagné par des équipes. J'ai plusieurs agents, j'ai des gens qui vont s'occuper de mon emploi du temps, j'ai une community manager, j'ai des gens comme ça, pour justement rentabiliser le temps que j'ai à faire les choses qui me plaisent le plus et surtout à être compétent chacun dans son domaine parce que finalement, tout le monde n'a pas la compétence de tout faire. Donc, je délègue beaucoup sur des sujets où je ne suis pas compétent et qui sont souvent très chronophages aussi. Donc, j'ai cette chance-là d'être très, très bien organisé, de plus en plus, pas encore assez, mais beaucoup plus qu'au départ. Donc, je crois que le maître mot, clairement, c'est logistique, organisation et communication, puisque ça fait toute la différence. Mais avant d'en arriver là, j'en ai chié terrible. Hein. Je tiens à le dire. Ouais. J'en ai vraiment chié, quoi. Quel livre tu conseillerais aujourd'hui ? Trop bien. Je conseillerais La promesse de l'aube de Romain Gary, qui est pour moi l'exemple parfait de la personne que je suis et j'aime passionnément cet auteur qui est décédé malheureusement, mais j'aime ce livre plus que tout. Une leçon que tu aurais apprise, intégrée et qui pourrait servir aux auditeurs ? L'illusion de croire que la vie est éternelle n'existe pas. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la mort ne va jamais arriver et du coup ne se bouscule pas en pensant que c'est loin. Et finalement, un jour, on se lève, on a 60 ans et les 3/4 de notre vie sont passés. Et ma dernière question, Laurie, qu'est-ce que maximiser le potentiel de sa vie t'évoque ? Ça m'inspire, je dirais.
maximiser le potentiel de sa vie. Je pense que moi, je fais partie de ces gens qui ont cette volonté, en tout cas, et je trouve ça beau de devoir se confronter à plein de choses qui sont pas spécialement faciles, bonnes ou délicates à gérer, mais de se mettre dans une situation hors du confort pour pouvoir justement découvrir les sensations que ça génère et pourquoi pas être plus heureux. Donc oui, ça me parle fort. Merci beaucoup. Mais je te remercie. Voilà, vraiment, il faut que tu saches que j'avais pas accepté de podcast depuis un très long moment parce que j'en avais marre qu'on aborde toujours les mêmes sujets et que finalement on veuille plus faire un podcast avec Lou Rillag, l'explorateur, et raconter toujours les mêmes histoires à sensations. Et aujourd'hui, j'ai pas du tout eu ce sentiment, donc ça a été très plaisant de partager mes émotions, mes sentiments d'une manière complètement différente. Voilà, je me suis prêté au jeu et c'était très plaisant. Je te remercie infiniment. Super, merci beaucoup. Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'interview. On aurait pu faire un spot où on vous aurait dit « Entreprendre, ça nous fait pas peur !» Ou encore « Se lancer dans l'immobilier sans rien y connaître, tout le monde peut le faire !» Mais chez IAD, on préfère simplement vous dire qu'on vous accompagnera dans toutes les étapes de votre nouvelle vie d'entrepreneur en immobilier. 15 000 personnes ont déjà sauté le pas en devenant conseiller immobilier indépendant chez IAD. Pourquoi pas vous ? Rendez-vous sur join-iad.com. IAD, ça fait du bien à l'immobilier.